Bienvenue à l'IFC de Pointe-Noire pour cette soirée littéraire. Pour un vendredi soir, ça nous permet en fait de changer la donne. D'habitude, c'est plutôt spectacle, mais là aussi, c'est un mélange entre littérature, poésie et spectacle. Je suis absolument honorée et heureuse de recevoir parmi nous Charline Effa. Notre rencontre a commencé en février 2020 par un email. C'est vrai. Et donc, dans ce petit mot que j'ai reçu, j'ai perçu quelque chose. Je me suis intéressée à la personne qui m'a envoyé ce message et j'ai découvert une femme qui parlait des femmes et d'autres choses, mais qui parlait des femmes. Donc, comme je suis très à cheval sur ce sujet des femmes, donc j'ai tout de suite eu envie de la recevoir, d'échanger, d'avoir des propositions. Et puis j'ai découvert qu'elle était pleine de facettes, Charline Effa. Et nous avons travaillé pour qu'elle puisse venir en 2020 jusqu'à la fameuse mauvaise nouvelle de Corona. Et donc ça fait 1 an que nous l'attendons. Elle est enfin là ce soir pour notre bonheur à tous, je l'espère. Et je vais donc laisser Cassiopée présenter Charline. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir à tous. Bon, rapidement, donc, Charline, comme Sylvie l'a dit, c'est une femme aux multiples facettes, romancière, poétesse, femme d'affaires aussi, donc vraiment une boss lady, comme on dit. Donc ce soir, elle va nous présenter donc, son projet Transcendance et son univers, comment guérir le corps ou l'esprit à travers les mots, donc comment guérir les mots avec les mots. Je ne sais pas si vous avez capté le petit jeu. Donc voilà, je lui laisse la parole. Il y aura aussi la projection d'une vidéo qu'elle a réalisée dans le cadre de son projet. Et puis après, un échange avec des slammers donc, qui ont travaillé avec elle cette semaine autour de textes qu'elle a écrits, issus de son roman Naître. Donc voilà, Charline Effa, sous vos applaudissements. Bonsoir à tous. Je m'appelle Charline Effa et je suis d'origine franco-gabonaise. Ce soir, je vais vous inviter à un voyage. Pour cela, croyez-moi, nous n'aurons pas besoin de prendre l'avion, nous n'aurons pas besoin de prendre le train. Nous aurons besoin juste ce soir de convoquer nos sens, de convoquer nos souvenirs, de convoquer nos émotions et nos rêves. Je vous invite vers un lieu que vous connaissez sans doute pour l'avoir rencontré entre les pages d'un livre, dans les paroles d'une chanson, dans un cahier, dans une lettre d'amour. C'est un lieu qui tisse les liens, qui ouvre des possibles, qui crée l'élan, nous permettant d'aller vers l'autre et d'habiter le monde. Je vous invite à faire un voyage au cœur de transcendance. Alors, c'est quoi transcendance? Transcendance, c'est une expérience, c'est une fulgurance, c'est un langage, c'est une émotion. C'est l'exploration du pouvoir des mots. Les mots étant perçus ici comme un outil de résilience et de dépassement. Les mots comme espace de réparation. Pour la petite histoire me concernant, je suis née dans le nord du Gabon, dans une ville appelée Mivoul. Et j'ai été élevée par toutes les femmes de ma famille, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère. Et j'ai gardé le visage d'Ada, ma grand-mère. Ada, c'était une femme initiée au Bwiti. C'est une femme, elle vit encore, c'est une femme initiée au Bwiti. C'est une prêtresse dont l'activité consiste à soigner les femmes désaxées. Et dans le temple où elle initie, on chante beaucoup et on danse aussi. Des chants et des danses rituelles.
Et les fois que je suis allée voir ma grand-mère, il arrive toujours un moment, au moment du rite, où l'on chante et on danse tellement que les femmes sont saisies de transe qui traversent même les néophytes. Tellement c'est fort. Et j'ai appris très vite que la danse dans ce temple au Bwiti était une passerelle, un pont entre le profane et le sacré. Et je n'oublierai jamais les émotions que j'ai ressenties en voyant ces femmes initiées danser. Et ce sont les mêmes émotions que j'ai ressenties quand j'ai découvert la force des livres. Et ce sont encore les mêmes émotions que je ressens quand j'écris, parce que les mots me font transcender mes failles, mes fêlures, mes manques. Transcendance, c'est donc quoi? C'est le pouvoir des mots et l'émergence d'une possible rédemption à travers les livres, à travers l'écriture, à travers le chant et la danse. Transcendance, ce sont des situations concrètes où des femmes rencontrent une parole qui sauve, une parole au fondement de leur désir d'écrire, de dire le monde et de s'en affranchir. S'en affranchir grâce au livre, à l'écriture, mais aussi grâce à l'oralité, le chant, pour mettre en évidence les relations entre la littérature écrite et orale et comment toutes les deux s'intègrent parfaitement sur le chemin de la résilience. Et donc, Transcendance, pour moi, c'est ce que j'ai appelé un projet artistique hybride dans lequel il y a différentes prises de parole. Nous allons commencer par un film que j'ai tourné dans le nord du Gabon et aussi en France. Ensuite, nous allons écouter des slameurs avec lesquels j'ai eu la joie de travailler, qui vont déclamer des textes issus de mon roman « Naître ». Et enfin, nous terminerons par un échange avec une merveilleuse écrivaine qui est là parmi vous et avec vous, le public. Donc, je vous souhaite un excellent et un merveilleux voyage au cœur des transcendances. Matondo. Comment habite-t-on le monde quand on découvre la solitude au même moment que ses premiers vagissements? La solitude, la dévorante solitude avait plané autour de l'enfant, avec ses ombres d'amour bancal, d'étreintes pressées, de ce genre de rencontres que les mères aimeraient oublier. Mais si l'on peut effacer le souvenir de l'homme qu'on n'a aimé qu'une seule nuit, il est impossible d'occulter l'existence d'un enfant dont la frêle et discrète présence rappellera la faute, la bifurcation sentimentale, la malheureuse étreinte. Et longtemps, longtemps après le rejet, après l'abandon, sur les lèvres des femmes qui vont l'élever, de son arrière-grand-mère à sa grand-mère, pour arriver à sa mère, l'enfant guettera sur les lèvres de ces femmes qui vont se la passer comme une patate chaude, les mots, pour meubler les silences. Mais les mots ne viendront pas. Chez elle, on ne parle pas de ce genre de choses. On prend la vie comme on nous la montre, et pour le reste, on l'imagine. On meuble les non-dits comme on peut, et la petite fille ouvre les malles familiales et trouve des livres. Ma première rencontre avec les mots date de mes 12 ans. Je parle de rencontre parce que je vais vivre une expérience particulièrement extraordinaire. En fait, je vais tomber sur un livre, Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. J'ouvre ce roman que je vais lire en quelques jours. Et je me souviens bien, j'ai 12 ans et que je ne saisis pas forcément tout, mais je suis happée par la force des mots, la tension entre les personnages et cette noirceur qui transpire entre les lignes du roman. Tout ça fait que pendant plusieurs jours, après les cours, je n'avais qu'une seule hâte. C'était de retrouver les mots d'une romancière qui m'invitait à vivre dans une sorte de monde parallèle. J'entrais dans le livre en fait comme l'on rentre dans un refuge. J'étais bien là-dedans, dans ce monde fictionnel,
Et j'ai très vite compris en fait que j'allais souvent y revenir. J'ai su très tôt que j'allais habiter dans les livres. Comment écrit-on le monde en intégrant la tradition orale transmise par sa grand-mère et des études de littérature française? L'identité de la romancière s'est construite au croisement de deux mondes. Cette frontière qu'elle habite et depuis laquelle elle déploie ses imaginaires, avec ses écartèlements parfois. Son ancrage à ses racines et son attachement pour la tradition littéraire française. Son écriture s'intéresse au destin des femmes, aux relations familiales dans une société minée par ses propres contradictions et qui, trop souvent, priorise le collectif à l'individuel. L'écriture s'immisce entre les interstices des intimités, les lieux clos, les tensions familiales ancrées dans un contexte qui permet de poser un regard de dedans sur l'histoire du monde contemporain. Après avoir commencé l'écriture de mon 4e roman depuis près d'1 an, j'ai décidé de confronter mon travail traitant notamment du thème de comment vivre et survivre aux atrocités subies lors d'un conflit à la réalité du terrain et de la vie. Mes obsessions sur la question du corps des femmes vont donc me pousser à aller sur ce terrain dans le camp de réfugiés de Bidi Bidi, au nord de l'Ouganda, en 2020, pour y rencontrer des femmes abîmées par la guerre. Le camp de réfugiés de Bidi Bidi est le 2e plus grand camp de réfugiés dans le monde, avec plus de 200 000 réfugiés, composés essentiellement de femmes et d'enfants. Et ce voyage au cœur des errances de femmes cabossées, de leur vie en morceaux, comme leur corps qu'elles tentent de réparer, va irriguer, j'en ai la ferme conviction, mes prochains livres. J'ai à cœur de questionner le monde en partant de la marge. À Bidi Bidi, Charline Effa a rencontré plusieurs femmes. Elles ont toutes fui la guerre du Soudan du Sud. Ici, c'est Joyce. La guerre lui a tout ravi, sa famille, ses amis, ses enfants et sa dignité. Car les hommes ne se sont pas contentés seulement de brûler les champs et les maisons, de piller les villages. Ils ont fait du corps de la femme l'espace où toute guerre commence et jamais ne se termine. Elle lui raconte qu'entre les bruits des coups de feu et les cris de ceux qui ont peur, elle cherche son mari parti au front, encore. Elle veut lui dire ce qui est arrivé, son intimité souillée, ses vêtements déchirés, son corps en feu. Elle veut lui dire que ce n'est pas sa faute. Elle veut qu'il n'ait plus honte d'elle et qu'il retire les mots de l'autre fois. Qu'il ne lui dise plus qu'elle l'avait bien cherché. Elle n'avait pas à être là ce jour-là. Et que maintenant, lui, que pouvait-il faire avec une femme comme elle? Et quand elle le retrouve enfin, l'homme ne retire pas ses mots. Chez lui, on répudie les femmes violées. C'est une question d'honneur. Dans le camp des réfugiés où elle vit désormais, quand la romancière la rencontre, Joyce est assise dans sa case, la porte entr'ouverte. Songeuse, elle tient dans sa main un vieux cahier à spirale. Elle ne sollicite ni le pardon de son mari, ni le secours des hommes. Elle écrit. Et elle explique que dans ses feuilles, elle aligne son histoire, ses doutes, ses souvenirs, et grâce à ça, elle parvient à ne pas sombrer dans la folie. Elle parvient même à pardonner. Le roman, pour moi, est l'espace le plus démocratique que je connaisse. Et d'ailleurs, on devrait s'en inspirer pour gérer les affaires de la cité. Parce que dans un roman, quand on rencontre un personnage antipathique ou foncièrement détestable, au fil des lignes, on va apprendre un peu plus sur son histoire et peut-être comprendre le pourquoi de l'acte condamnable que tel ou tel personnage aurait commis dans le roman. En fait, on autorise tout simplement les gens à être des humains, avec ce que l'humanité a en commun comme paradoxe, c'est-à-dire notre part ambivalente, qui nous rend si détestables et attachants en même temps.
C'est la saison sèche, il ne pleut pas. Les températures sont douces en ce mois d'août 2021 dans le village de Bolossoville, au nord du Gabon. La petite fille d'hier, confiée par sa mère à son arrière-grand-mère il y a plus de 40 ans, est devenue écrivaine. Elle revient dans ce village où elle est née. Son arrière-grand-mère est décédée depuis. Sa grand-mère s'est émancipée en empruntant son chemin, sa voie. Elle a été initiée et devenue prêtresse Bwiti. À son tour, elle initie et soigne les femmes troublées par des maux dont la science des Blancs n'a jamais su percer les mystères. La petite fille d'hier, devenue écrivaine, revient dans ce village où elle est née. Assises face à face, les deux femmes se retrouvent dans l'ancienne maison familiale rebâtie et devenue aujourd'hui un temple, lieu sacré où la prêtresse, femme puissante, officie. L'aïeule l'observe, cette autre femme puissante, la romancière. Elle l'écoute. Sa voix est imprécise comme si elle ne voulait pas remuer les souvenirs du passé qui pourtant agitent ses mains et son corps pendant qu'elle parle. Elle dit à sa grand-mère que son travail, c'est d'écrire les livres. Cela s'est imposé à elle après avoir trouvé des livres par hasard dans les malles familiales. De là où elles sont assises, elles perçoivent les bruits du dehors. Une voiture qui passe sur la route en latérite, faisant se disperser une poule et ses poussins. Des jeunes filles traversent la cour et disparaissent derrière les maisons en faisant claquer leurs sandales. Bientôt, elles referont le chemin inverse, le récipient rempli d'eau de l'étang situé à quelques pâtés de la maison. Au même moment passe une femme. Elle s'arrête à quelques mètres de la porte et elle tient une bassine remplie d'eau et de plantes sauvages. La guérisseuse lui adresse quelques mots rapides, lui indique où elle devrait prendre son bain purificateur avant son soin. La femme se dirige derrière la maison, du côté des douches. Elle vient de perdre un 3e enfant par fausse couche. Il lui faut arrêter cette malédiction si elle veut se sentir pleinement femme dans les yeux de son mari. De la bouche de la guérisseuse, elle a reçu pour obligation de se confesser, dire ce qu'elle sait, ce qu'elle a fait de mal si elle s'en souvient pour favoriser sa guérison. Et pendant qu'elle lui parle, l'écrivaine pense. Elle sait, elle aussi, comment les mots arpentent les abîmes intimes, remuant les histoires familiales, les fêlures de l'enfance au corps de femmes cabossées. Elle sait comment l'acte de dire et d'écrire est un espace de réparation, où les mots rencontrent les failles humaines, les domptent et les transcendent. Le bruissement des ailes brisées, ce sont toutes nos résistances, nos amarres, le processus qui accompagne la réparation d'une femme. Il est entre les pages d'un livre qui se tourne, il est dans le frottement d'un crayon sur un papier, il est dans l'écho des mots que l'on scande et que l'on chante. On va maintenant écouter donc, les slameurs et slameuses. Donc, là, on va accueillir les 2 premiers slameurs qui vont déclamer donc, un texte qui s'intitule « Exister ». Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je n'avais jamais vu mes parents rire ensemble. Et pourtant, chaque année pratiquement, j'avais un nouveau petit frère. Chut, l'amour ne fait pas de bruit.
aurait pu être gravé sur les criteaux accrochés au portillon de la barrière en briques grises qui encerclait la grande maison rouge. Mais à la place, comme dans cette manie que le père avait employé son génie à se dispenser des familiarités de tout ce qui disait, on en avait après sa fortune, s'inscrivait une mention indiquant la présence d'un chien méchant que nous n'avons jamais eu. Peut-être était-il toujours absent comme le père. Peut-être était-il toujours invisible, tel l'amour, celui de mes parents, l'un pour l'autre. Pudique et désuet, comme une vieille plantation de canne à sucre. Et moi, au milieu des vestiges de l'amour contrarié, j'ai essayé d'exister. Exister pour briser la chaîne des silences tissés par le lot des souvenirs. Exister hier, exister aujourd'hui et demain. Et comme je n'y parvenais pas, je me suis mis à l'ombre en attendant le vol des cygnes. Je me souviens ici, autrefois, il y avait une flaque d'eau. Et là aussi, plus loin, rien. L'illusion, la chute, ou les deux. L'avenir est ailleurs, emprisonné dans les méandres de l'espérance, qui joue à cache-cache avec le tourment. Me souviens de la ruelle, étroite et si glissante qu'on ne pouvait s'y arrêter. Me souviens du jour où Mezza, décidant que je passerais désormais de l'ombre à la lumière, était allée me chercher comme un colis chez Efiri pour me ramener avec elle. Me souviens du petit escalier difforme et boueux, en temps de pluie, qu'avait creusé dans la latérite celui qui répétait sans cesse qu'à moins que les poules n'aient des dents, c'est lui qui porterait la culotte dans cette maison. Et de la maison de pierre rouge et froide, imposante et fière sur pilotis, qui nous faisait sentir si important. Et de la maison de pierre rouge et froide, imposante et fière sur pilotis, qui nous faisait nous sentir si important et tellement persécuté. Dans un coin de ta vie, j'ai vu le soleil de ton cœur m'étreindre et ta tristesse. Dans un coin de ta vie, j'ai vu le soleil de ton cœur m'étreindre. Dans un coin de ta vie, j'ai vu le soleil de ton cœur. Dans un coin de ta vie, j'ai vu le soleil. C'est pourquoi pendant toutes les années que j'ai vécues dans cette chambre de bonne, dans ce coin de ta vie, j'ai guetté les bruits de pas sur le sol humide de la cour. J'ai jubilé au grésillement d'une porte qui s'ouvrait au petit matin.
Juste au moment où les étoiles, éblouies par leur propre éclat, se laissaient choir sous la brume de l'aube naissante. J'ai épié ta peine quand tu riais et ta joie quand tu pleurais. Et j'ai finalement compris que c'était mon silence qui te sauvait. Dans un coin de ta vie, j'ai vu le soleil dans un coin de ta vie. J'ai vu le soleil de ton cœur dans un coin de ta vie. J'ai vu le soleil de ton cœur m'étreindre dans un coin de ta vie. J'ai vu le soleil de ton cœur m'étreindre et ta tristesse. Car c'était bien, c'était bien. C'était bien pour oublier que j'étais parti de la grande maison rouge. Oublier les souvenirs de la solitude dans la chambre de bonne. Oublier les nuits froides et le bruit de la pluie sur la toile de tôle. Oublier le chant de vent et le murmure des insectes. Oublier toutes les fois où j'avais espéré que tu viendrais. Oublier toutes les fois où tu n'étais pas venu. Oublier le chemin du retour de l'école et ce bien-être fragile, hésitant et provisoire. Ta main cherchant la mienne, ma main s'accrochant à la tienne. Nos rires se rejoignant, s'unissant pour se dissoudre quand on arrivait devant le portail de la grande maison rouge. T'oublier Mezza, et oublier cette façon bien à toi d'exister. Ou de n'exister que dans le regard du Père. Oublier les silences voulus, souhaités et imposés. Oublier le mot sur la bouche, le regard assombri par les regrets. Oublier ta voix éteinte, attendre et dissoute dans le vide de l'attente. Oublier de passer inaperçu. Oublier ma couleur. Oublier ma différence. Oublier d'aimer. Oublier qu'aimer, c'est savoir se perdre. Une fois, deux fois, trois fois. Et autant de fois que le cœur en décidera. C'est-à-dire toute la vie. Revenir, revenir, revenir. Suis-je revenu pour rester longtemps? J'aimerais te répondre, te dire un oui, un non. Ou peut-être pour être comme si quelqu'un qui veut te dire quelque chose qui pourrait te donner de faux espoirs. Mais elle sonnerait tellement faux que tu t'en rendrais compte toi-même. Puisque chacun de nous a une image de sa vie, que certains rêvent leur vie et d'autres vivent leurs rêves. Comment penses-tu que je me représente la mienne sans me demander si cette chambre morose n'est pas le lieu où je devrais rester pour être certain de ne plus me perdre? Comment veux-tu que je sorte de ta vie une seconde fois? Je veux dire, sortir de cette espèce de cage, fuir à travers les routes sinueuses du quartier I-22. Fuir derrière cette espèce de cage, fuir à travers les routes sinueuses du quartier I-22. Traverser les océans, loin de la grande maison rouge et de la chambre de bonne, loin de ta cuisine avec l'ampoule qui clignote. Fuir comme quelqu'un qui aurait vu un fantôme. Regagner mon appartement et découvrir que le fantôme m'y a précédé. Mais, il a revêtu l'apparence d'Amos. Il se tient là en face de moi, dans l'appartement qui s'est transformé en une cage étroite. Plus étroite que cette chambre. Et dans laquelle je ne vivrai pas replié, mais
4 pattes. Ce qui revient au même, dans un sens. Dans tous les sens même, tu me diras qu'être plié, c'est être un peu debout. Être inconfortablement, précairement. Précairement. Debout, et que c'est déjà mieux qu'être à 4 pattes. Mais alors, c'est que je n'ai peut-être jamais vécu. Debout. Revenir. Suis-je revenu pour rester longtemps? J'aimerais te répondre, mais j'aimerais te répondre, mais hélas. Oh yeah, oh yeah, transcendance, quand les mots réparent, les mots de la femme devant la porte, les mots de la petite fille de la mère, oh yeah, les mots pour transcender, les mots pour exister. Oh, 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 oh. Pardonnez, 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 transcendez, transcendez, transcendez. pardonnez, pardonnez. Oh yeah, oh yeah. Je ne veux pas oublier, j'ai décidé seulement de pardonner. Me pardonner, te pardonner. Pardonner pour les vides et les façons égoïstes dont on cherche à les combler. Pardonner pour les larmes creusées par l'attente et les silences. Pardonner. Pardonner pour les peines infligées et les peines reçues aussi. Pardonner. Pardonner pour les promesses non tenues. Pardonner. Pardonner. Pardonner pour les mensonges. Pardonner. Pardonner pour ne pas avoir compris qu'en laissant faire, je nous tuais. Pardonner d'avoir joué avec le feu, avec l'amour et les cœurs. Pardonner pour le temps perdu à se perdre. Pardonner pour les plaisirs volés, les baisers à la sauvette. Pardonner pour les chantages, les manipulations et les menaces. Pardonner. Je songe à tes errements et j'ai de la peine. Je suis triste, meurtri. Je songe à tes rêves et j'espère, je veux, je souhaite qu'un jour les égarements de ton cœur ne seront plus ma faute. Pardonnez, transcendez. Pardonnez, pardonnez. Oh yeah. Transcendez, transcendez. Oh yeah. Pardonnez, pardonnez. Transcendez. Transcendez, transcendez. Pardonnez. Pardonnez, pardonnez. Transcendez, transcendez. Pardonnez, pardonnez. Transcendez, transcendez. Pardonnez, pardonnez. Transcendez, transcendez. Thank you. Salut à tous. Je suis le slammer David. Bonsoir à tous, moi c'est Jimmy, slammer, rappeur, stylo bicard. Merci. Bonsoir, bonsoir. Je suis Makoud, chanteur et slammer. C'est ça. Bonsoir à tous, je m'appelle Dorsey, je suis un apprenti slammer.
Bonsoir à tous, mon prénom c'est Princia et je suis slameuse. Bonsoir à tous, je suis Ariel, slameur, poète et portraitiste. Bonsoir à tous, je suis Précieuse la langue, slameur, je fais du reggae aussi, je fais du reggae slam. Merci à vous. Bonsoir à tous, je suis Paola Maema, slameuse et activiste pour la cause des enfants et pour les violences basées sur le genre. Merci. Je tiens à préciser qu'ils ont préparé ça en 2 séances cette semaine, donc c'est vraiment incroyable. Enfin, je pense que vous avez rempli toute la salle d'émotions. En tout cas, après je parle en mon nom, mais j'ai cru voir des visages émus, donc vraiment bravo à vous. Du coup, on va continuer l'échange avec donc Charline et Nicole, du coup, qui est une romancière, poétesse, journaliste et aussi une boss lady, du coup, et du coup, qui réside à Pointe-Noire. Donc, je vous invite peut-être à venir sur scène après vous être remis. Elles vont nous parler de leur... Encore bravo, vraiment, c'était incroyable. Je suis toute émue d'avoir entendu ces mots de la part de ces slameurs et ça fait que je suis repartie dans les instants qui ont marqué l'écriture de ce roman parce que les textes qui ont été déclamés sont extraits de mon 2e roman, Naître. Et quand on voit la photo, c'est vrai que là, il est question de moi et ma grand-mère. Parce que j'ai une relation moins tendue, comme la plupart des filles. La relation avec la maman, elle est tendue. Avec la grand-mère, elle est moins tendue. Mais Naître, c'est le roman d'un amour contrarié, comme vous l'avez saisi certainement dans les extraits qui ont été déclamés. C'est un roman qui traite de la relation mère-fille. Et c'est l'histoire de ma mère. Et c'est aussi mon histoire. Et donc j'avais besoin de plonger dans mon histoire pour me sentir entièrement romancière. Je voulais sortir des attentes que l'on formule sur les romanciers, à savoir écrivez pour sauver le monde, écrivez pour dénoncer la France-Afrique, écrivez pour dénoncer les dictatures, écrivez, bref, tout ça. On attend un certain nombre de choses des romanciers africains francophones. Mais on oublie une chose, c'est que lorsque quelqu'un est porté par une forme de sensibilité, cette personne est déjà une écorchée. Et cette personne porte des blessures. Et l'engagement en littérature, ce n'est pas seulement écrire sur la colonisation ou sur les indépendances. C'est aussi prendre son histoire personnelle, parce que son histoire personnelle va rencontrer l'histoire d'un lecteur, d'une lectrice, et ça va rendre le thème qui est abordé dans ce texte complètement universel. Là, j'ai versé quelques larmes parce que ça m'a fait réveiller des souvenirs et tous ceux qui connaissent un peu, comment dire, ce qu'est l'acte d'écrire, quand on va chercher au fond de nous, quand on va creuser. En tout cas, moi, j'écris avec tout. J'écris avec mon corps, j'écris avec mes sens, j'écris avec mes émotions, j'écris avec mes rêves, j'écris avec mes souvenirs, j'y mets tout ça, tout. Et donc, je dis merci encore au collectif des slameurs pour ce beau moment. Merci aussi à vous d'avoir apprécié. Alors, devrais-je me présenter? Oui. Moi, c'est Nicole Mbala-Mikolo. J'habite à Pointe-Noire. J'écris. Je suis autrice d'un roman et de 2 œuvres poétiques. Alors, je suis là ce soir pour rencontrer Charline Effa, discuter un petit peu avec elle.
de son roman Naître. Alors, Charline, est-ce que tu peux nous expliquer, au public, pourquoi tu as choisi ce titre-là, Naître? Initialement, c'était pas ça le titre lorsque je l'écrivais. Je suis quelqu'un de très attaché au texte fondateur. Je lis beaucoup de classiques, je lis beaucoup de contes. J'aime lire tout ce qui est métaphorique dans cette littérature qui a une forme de symbolisme. Et j'avais lu le conte du vilain petit canard. Vous savez, l'histoire du vilain petit canard qui est repoussé par sa mère parce qu'il est noir alors que les autres sont blancs. Et que le vilain petit canard, lorsqu'il est rejeté, il va opérer ce qu'on appelle un voyage initiatique. Et à la fin, ce vilain petit canard devient un cygne. Et donc, j'avais intitulé initialement le roman « En attendant le vol des cygnes ». En attendant le vol des cygnes, c'était le titre initial. C'est ce titre qui m'a permis de construire toute la trame, construire les personnages, les différentes tensions que je voulais faire ressortir, parce qu'il y avait une promesse dans ce titre. Sauf que lorsque j'ai terminé l'écriture, je me suis dit que le cygne était peut-être trop poétique, trop mélancolique, et que je voulais quelque chose qui va jouer avec l'homonymie. Donc j'ai pris naître pour signifier ne pas être, naître aussi pour signifier la naissance. Charline, au cœur de vos romans, comme au cœur des romans de nos aînés, comme Mariam Abba, Aminata Sofal, et même Angèle Rawiri, qui est du Gabon aussi. La femme occupe une place importante. Est-ce que c'est parce que les hommes ont pris trop de place, alors vous voulez leur dire poussez-vous un peu? Non, je n'écris pas en contestation contre les hommes, pas du tout. On écrit avec ce qu'on est, avec notre histoire. J'écris avec ça. Dans ma famille, la population est essentiellement féminine. On a plus de femmes que d'hommes. Donc j'ai baigné dans cette atmosphère où il y a plus de femmes. Et j'ai été très vite, sensibilisée aux questions liées aux femmes. J'ai pu assister à des femmes qui se mariaient très jeunes. J'ai pu assister à, au mariage, à des cas de mariage forcés aussi. Et j'ai très vite été sensibilisée. J'avais l'impression dans ma famille que les femmes avaient décidé que tant qu'elles ne seraient pas mariées, elles n'étaient pas complètement femmes. Et moi, j'allais à contre-courant de ça. C'est-à-dire que ma mère, dans ma famille, il y a deux camps. Il y a ma mère, ma grand-mère, toutes mes sœurs, mes tantes, mes grands-mères, mes grandes-tantes, et il y a moi. Je suis seule dans ce camp. Et donc les questions relatives aux femmes, oui, se sont imposées comme ça en observant les façons de faire, en observant comment la femme se plaçait. Récemment, j'étais au Gabon, une de mes petites tantes s'est mariée, c'est une petite anecdote. Et puis ma mère me dit, il y a Aude qui va se marier, on va la voir, on va lui prodiguer des conseils sur comment être une bonne épouse. J'ai dit oui, ça c'est bien beau, mais est-ce que vous allez lui prodiguer aussi des conseils sur comment être heureuse en mariage? Et là, ma mère me regarde comme ça, et dans son regard, je sens qu'aucune femme n'a pensé à ça. On nous inculque comment être une bonne épouse, comment être la bonne femme soumise, compréhensive, qui sait faire des repas, qui se met à genoux, qui enlève les chaussures du mari, qui revient du travail. On ne nous dit pas comment est-ce que dans ce couple, dans ce mariage, il va falloir négocier pour penser à soi-même et pour être heureuse. Et donc c'est toutes ces questions, toutes ces contradictions en moi, toutes ces batailles en fait, qui m'ont poussée à écrire sur les femmes. On constate une certaine libération du discours. Il est complètement, il est décomplexé. C'est une grande avancée. Oui, tout à fait, et tant mieux. Mais j'ai l'impression que cette avancée, elle reste romanesque.
elle reste quand même livresque parce que oui, on demande aux écrivains, allez, dites des choses, on a besoin, vous êtes là, vous êtes le porte-flambeau du peuple. Beaucoup d'écrivains écrivent, depuis Mariam Abba jusqu'à moi, nous sommes nombreuses. Calix Beyala s'est beaucoup étendu sur ces questions. Mais entre ce qu'il y a dans le livre, entre les revendications qui sont portées par les romancières et ce qui se passe sur le terrain, le fossé est immense. Nous échangeons avec Charline ce soir, donc le public peut réagir aussi. Quelqu'un aurait-il une question pour Charline? Non? On doit interagir. Quand je fais ça, je les vois. D'accord. Alors Charline, dis-nous, la littérature gabonaise, tu la situes où? Elle est, qu'est-ce qu'on peut dire sur les autrices gabonaises aujourd'hui? On a connu Angèle Rawiri, Nadia Origo. Oui, Nadia Origo, Edna Merea Pisa, Justine Mintza. Oui. Vous n'êtes pas bien nombreuses. Nous sommes pourtant très nombreuses. Le problème, c'est que on se considère écrivain dès l'instant qu'on vit en France. Et la plupart des romancières et des romanciers gabonais vivent au Gabon. C'est pourquoi ils n'ont pas la même visibilité que celles qui vivent à Paris ou dans une autre capitale européenne. Mais nous sommes nombreuses, nous sommes plus d'une centaine de romancières. Et ce qui fait la particularité du Gabon, contrairement aux autres pays, c'est que le premier romancier, la première romancière, c'est une femme. Ce n'est pas un homme. Oui, quand on regarde... Son nom? C'est Angèle Rawiri qui écrit le premier roman. Tous les autres écrivains qu'on a eus, peut-être avant elle, ont écrit des contes, des petits récits. Mais la femme qui nous fournit un premier roman dans la littérature gabonaise, cette femme, c'est Angèle Rawiri, et c'est une romancière, et c'est quelque chose que certaines traditions littéraires pourraient nous envier. J'avais une question, du coup, c'est une remarque. Justement, c'est super important que tu parles de ces questions-là. Et justement, je me demandais, et d'ailleurs, ça concerne les hommes et les femmes, la place des femmes. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes dans la salle ce soir? Parce que finalement, c'est vrai que j'ai remarqué souvent, en tout cas ici à Pointe-Noire, dans les conférences, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Est-ce que tu as peut-être une explication à cela? Est-ce que peut-être, si tu connais un peu comment se passent les événements culturels au Gabon, tu peux faire une comparaison, ou même avec la France par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Ben là, je pense qu'il faut aller voir dans comment se construisent les familles. Et ça, je ne pense pas avoir les outils, les arguments pour parler de quelle est la place de la femme, quelles sont ses limites, jusqu'où elle ne peut pas aller au sein des familles congolaises. Quand je compare, par exemple, avec la France, j'ai été au Festival Atlantide à Nantes, j'avais majoritairement des femmes qui étaient là. Je pense aussi que c'est révélateur d'une certaine pensée sociale, où l'on dit qu'à une certaine heure, dans certaines sociétés, qu'à une certaine heure, la femme doit être à la maison pour s'occuper des enfants. C'est révélateur et c'est triste quand je regarde en effet ce soir, c'est triste. Et ici, nous avons ce soir peu de femmes. Et c'est pareil, lorsque j'organise une rencontre au Gabon, j'ai plein d'hommes. J'ai énormément d'hommes. C'est vrai qu'il y a plus d'hommes qui écrivent, mais là, on parle quand même des thèmes qui touchent à la femme. Elles sont minoritaires. C'est triste. Il y a Hugues dans la salle. Hugues? Oui, Hugues peut nous en dire un peu plus. Tu es tout seul ce soir, ton épouse n'est pas avec toi. Peut-être que tu n'as pas voulu qu'elle vienne. Voilà, on va lui passer le micro.
Là, c'est un cas particulier. Hein. Mon épouse n'est pas là parce qu'elle a un bébé, tout simplement. Parce qu'elle a? Elle a un bébé. Un bébé qui est le tien aussi. Mais tout à fait. Sinon, quand je lui ai parlé de Charline Effa, elle était heureuse, elle voulait bien venir voir Charline. Parce que le nom de Charline, c'est depuis plus d'une décennie dans ma famille, en fait. Ouais. Oui. C'est ça. On se connaît plus d'une décennie. Oui, oui. C'est ça. Sophie est dans la salle, elle est avec son bébé. Hein? Je m'en vais quand même poser une question. Alors, lorsqu'on passe en revue la littérature féminine africaine, on constate qu'elle est faite de pleurs, dans la majorité des cas. Qu'est-ce qui explique cela? Les femmes sont-elles toujours déçues dans cette littérature? Charline peut nous en dire un peu plus. Mais je pense que tu as aussi les réponses. On ne va pas faire comme si on n'était pas au courant que les femmes ont quand même, comment dire, les femmes africaines, parce que ce sont elles que je connais, les femmes africaines. Quand on va lire une si longue lettre de Mariama Ba, par exemple, ça c'est un roman, je partirai que de ce roman, dans lequel elle dénonce les méfaits de la polygamie, les méfaits de la polygamie dans la vie des femmes. Parce que le personnage principal se voit imposer une rivale qui a l'âge de sa fille. Et donc quand une femme va écrire, va se saisir d'un tel sujet, c'est normal qu'il y ait des larmes, qu'il y ait des pleurs. Mais rassure-toi, dans tous les textes féminins, il n'y a pas que des larmes et des pleurs. Je te conseille de relire Calixte Beyala, même quand elle traite de sujets difficiles, elle y va, elle a la niaque, elle est dans la transgression, elle est vraiment dans le meurtre symbolique de l'homme. Elle n'est pas dans les larmes. Pour elle, il faut renverser la donne. Oui, mais il est important de comprendre que notre littérature féminine naît de blessures, naît d'un contexte, naît d'une situation dans laquelle les femmes n'ont pas toujours, ont été, je vais dire, maltraitées par un système patriarcal qui a décidé à leur place. Et donc quand on écrit, parce que écrire c'est quoi? C'est tuer le père, d'après Freud. Écrire c'est tuer le père. Tuer le père c'est symbolique, ça veut dire dénoncer toutes les entraves. Donc quand les femmes vont se saisir de la plume, elles vont tuer le père. Elles vont dénoncer ce qui leur empêche de briller et de s'épanouir. Et ce qui empêche les femmes de briller et de s'épanouir, c'est un système patriarcal coercitif. Voilà. Merci. Elle dénonce et elle revendique aussi. Elle dénonce et elle revendique aussi. Il faut lire. On a plusieurs femmes comme ça qui ne se revendiquent pas comme étant des autrices féministes, mais juste des penseuses. Merci. Désolée, je monopolise le micro. J'ai une autre question. Quelqu'un aurait une question? On ne voit pas bien. Pardon? Je pose ma question alors. Oui. Oui, donc du coup, Charline, tu as été voir du coup le travail de ta grand-mère guérisseuse au Gabon, donc en août dernier, qui elle guérit du coup les douleurs des femmes, mais par du coup des certaines pratiques. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on guérit, soit par les mots comme tu le fais, ou comment on guérit en étant justement une guérisseuse? Quel est le lien? Quel est le lien, oui. Oui, merci pour cette question parce que elle était au fondement du film que j'ai réalisé au Gabon et à Paris. En fait, ma grand-mère, c'est une prêtresse. On n'en trouve plus beaucoup. C'est dommage parce que quand le christianisme est arrivé dans nos contrées, on a dit ça, vous laissez tomber. Et puis, ça, c'est obsolète. On oublie complètement et que nous tous, on va suivre Jésus. Mais ma grand-mère, elle a su garder cette tradition-là. Elle est prêtresse. Comment elle soigne? Quand les gens vont la voir
dans les traditions africaines, on dit que lorsque quelqu'un est malade, c'est qu'il y a une parole qui a été dite, c'est qu'il y a peut-être une malédiction qui a été prononcée, c'est qu'il y a un nœud quelque part à délier. Et ce nœud-là, il se délie par le truchement de la parole, par la confession, un peu comme on pourrait se confesser auprès d'un prêtre. Et donc, quand elle reçoit des femmes qui vont la voir, qui sont malades, elle leur dit, la première chose, avant de vous faire le soin, c'est de parler. Et pour avoir assisté, ma grand-mère a dit à différentes reprises, lorsque les femmes ne parlaient pas réellement ou lorsqu'elles cachaient certains éléments qui étaient nécessaires pour déclencher leur guérison, le soin ne se faisait pas. Ma grand-mère disait, il y a un blocage, il faut parler pour te libérer. Et j'ai trouvé que il y avait un lien entre les mots qu'elle va rechercher dans la bouche de la femme qu'elle va soigner. Ces mots-là vont réparer en fait, vont soigner cette femme. Et les mots que moi j'écris, qui me réparent moi-même d'abord, parce que j'écris pour m'arpenter, j'écris pour me parcourir, et quand j'écris, je me libère, je me sens mieux. Et ceux aussi qui lisent, qui sont touchés par la même histoire, disent, Charline, quand on t'a lu, ça m'a fait penser à ma mère, j'irai parler à ma mère, j'irai parler à ma fille, quand c'est le cas des mères qui lisent le roman Naître. Et donc les mots, quel que soit leur format, que ce soit les mots qu'on va scander dans un temple bouti, ou les mots que l'on va lire dans un roman, ou encore les mots que l'on va écrire, ont un pouvoir, ont le pouvoir de nous faire transcender et de nous libérer. Donc les mots réparent, les mots guérissent. Je l'ai expérimenté, croyez-moi, c'est fort. Bon, tant qu'il n'y a pas de questions, du coup, je prends la parole. Moi, je suis assez intéressé par en fait la façon que vous avez de vous exprimer directement. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. J'en ai parlé à Cassiopée tout à l'heure. Je ne sais pas si les gens sont d'accord avec moi, mais j'ai rarement rencontré des personnes qui, comme vous, justement parlaient comme si on avait l'impression que c'était un roman audio. Donc ça doit certainement aussi être le fait que vous baignez dans la littérature au quotidien, mais enfin, moi, c'est toujours quelque chose de très impressionnant, je trouve, de voir que vous maniez la langue avec autant de dextérité, de beauté et tout simplement de classe, en fait, beaucoup plus que nous, enfin, en tout cas que moi, qui parle clairement pas de la même manière. Et je voulais savoir, en fait, si au quotidien, vous, du coup, comment est-ce que vous en êtes arrivé à je ne sais pas comment expliquer, mais cette habilité, cette dextérité de la langue, parce que j'imagine que vous n'êtes pas né avec des si belles phrases, effectivement, ça doit être du temps, etc. Et comment est-ce que vous faites, du coup, dans la vie de tous les jours pour continuer à parler comme on pourrait vous lire, en fait, de façon magnifique et vraiment très très belle, voilà. Ce n'est pas quelque chose que je travaille. En revanche, ce que je peux dire, c'est que comme on l'a écouté dans la vidéo, j'ai très vite habité dans les mots. J'étais une enfant introvertie. Vous savez, le genre d'enfant, quand il y a des gens qui sont à la maison, il y a des invités qui sont avec la famille, l'enfant, elle est dans sa chambre. Je ne voulais pas voir du monde, j'étais un peu sauvage. Et puis ça ne m'intéressait pas ce qui se faisait dans ce monde des adultes. Et donc, mes silences, j'allais les combler dans les livres. Et je ressentais un peu comme lorsque ceux qui prennent la drogue, quand il leur manque, vous savez, la petite transition. Donc quand j'avais terminé un livre, j'avais besoin d'avoir un autre livre tout de suite. Et comme je vivais dans une famille, moi je n'ai pas vécu dans une famille avec une grande bibliothèque, comme certains écrivains à qui les parents ont initié à la littérature, aux livres. Non, je n'ai pas connu ça. C'est vraiment ma curiosité qui m'a poussée dans les livres. Et donc quand je terminais la lecture d'un livre, j'étais frustrée parce que je n'avais plus rien à lire. Et quand je n'avais plus rien à lire, j'écrivais. Quand je terminais d'écrire ce que j'écrivais, je lisais. J'étais ma première lectrice.
Je lisais ce que j'écrivais et je trouvais que c'était vachement pas mal. Hein. J'avais 12 ans, mais c'était déjà pas mal. Et donc, c'est ça, habiter continuellement dans les mots. Et puis aussi, habiter dans les livres avec tous ses sens. C'est ça. Avec ce qu'on entend, ce qu'on ressent, l'odeur du papier, le bruit des feuilles, tout ça, oui, c'est ma façon de lire. Et c'est peut-être ça. Donc, c'est peut-être ça, mais je pouvais aller tester. Hein. Il y a Cassiopée qui veut poser une question, mais elle va le faire comme une grande. C'est moi. Ma question, c'est... Charline et l'oralité. L'oralité, Charline. Oui. Elle se trouve où? J'ai pas entendu, Jorus. Charline et l'oralité. Oui. L'oralité et Charline. L'oralité, oui. Et Charline. Oui, l'oralité, Charline. Alors? L'oralité, Charline rencontre l'oralité dans le temple à Bolesauville de Mamie Ada. Charline rencontre l'oralité dans la case de son arrière-grand-mère, parce que c'est d'abord mon arrière-grand-mère qui m'élève, où le soir, autour du feu, elle me raconte les histoires. Et dans ces histoires, il y avait toujours, entre un passage triste et un passage moins triste, des chants. On chantait et après revenait dans l'histoire. C'est ça ma première découverte avec l'oralité. Et quelques années après, tous ces contes qu'elle me raconte là pendant mon enfance, je les retrouve dans un petit livre intitulé « Les contes du Gabon ». J'achète le livre et je vois la différence. La différence entre les lire tout simplement sur un support papier et les écouter autour du feu avec mes frères et sœurs, mais c'était une ambiance de ouf, ça j'adore, c'est des souvenirs que j'ai voulu retrouver quand je suis repartie au Gabon l'été dernier, mais les villages se sont vidés, les maisons sont obsolètes, elles sont abandonnées, oui, donc c'est ça mon premier lien avec l'oralité, ces contes autour du feu, ces chants quand elle soigne et qu'elle rentre en transe. Et qu'après, elle dit des choses qu'il faut que quelqu'un interprète. C'est fascinant, il faut le voir, c'est mortel. J'espère, je me suis toujours dit, c'est dommage que je vive en France pour ça. Parce que je me dis, après la mort de mamie, qui héritera de ça? Moi, je me voyais bien prêtresse guérisseuse, quoi, écrivaine aussi. Dans l'oralité, c'est ça. Et merci pour ta question, Jorus. Bonsoir Charline. Bonsoir. Yann Orion, journaliste. Allez, je vais me mettre ici pour que tu me vois. Tu as dit que tu regrettais vivre en France. Pourtant, j'ai lu quelque part que la France n'était qu'une autre façon pour toi de faire du tourisme. Bizarre quand même. Non, je dis je regrette à cause du fait que ma grand-mère, lorsqu'elle ne sera plus, qui va poursuivre son œuvre? J'aimerais que quelqu'un poursuive son œuvre. Et maintenant, ce que vous lisez dans la biographie des auteurs, il faut savoir qu'on dit des choses en 2011, nous sommes en construction comme tous les êtres humains, et en 2016, au fil des rencontres, au fil des choses qu'on a pu faire ou ne pas faire, au fil des décisions qu'on a prises et des renoncements aussi, on peut dire complètement autre chose en 2021. C'est humain. J'ai presque envie de dire c'est littéraire. Alors, je ne vais pas précéder mon aîné, mais j'aimerais savoir comment on fait pour passer de naître à percer et chimère. C'est percer et chimère d'abord, et naître après. Et naître après. Oui. Ah, j'étais parti pour l'inverse. Alors, je ne sais plus si ma question tient, mais je la voyais comme ça.
quand on quitte Naître pour Persée et Chimère, alors je ne suis pas très bon lecteur, dites-moi déjà comment ça se passe. Est-ce que la vision est la même d'entre les deux livres? La sensibilité de base, l'essence même de la créativité reste la même, l'essence. Mais, oui, parce que on va comme Persée et Chimère, je l'écris, parce qu'en fait, je ne suis pas dans les mêmes attentes quand j'écris ces deux textes. Persée et Chimère, je viens d'obtenir un poste à Paris. Je vis à Lille, après avoir soutenu ma thèse. Je vis à Lille et on me propose un très bon poste à Paris. Et je ne veux pas quitter Lille, donc je décide de prendre le train tous les jours pour aller travailler à Paris et rentrer sur l'île. Et donc j'ai 1 heure à l'aller, 1 heure retour. Et je me dis, pendant ce temps, je vais écrire sur ce roman auquel je pensais, je vais l'écrire dans ce contexte-là. Je l'écris pas avec l'ambition aussi de le publier, mais je l'écris parce que j'avais besoin de mettre cette histoire-là sur papier. Alors que naître, c'est un souvenir qui va me réveiller. C'est un souvenir douloureux de la relation que j'ai eue avec ma mère. Maintenant que je vis à Paris, ce souvenir apparaît lors d'une confrontation difficile au téléphone avec ma mère. Ça ressurgit comme ça. Et je me mets à écrire. Et je suis dans un autre état d'esprit qu'avec Persée et Chimère. Avec Naître, je suis pratiquement habitée, je suis en transe. J'écris comme quelqu'un qui veut dire « Maman, tu dois me rendre des comptes ». Et ceux qui ont lu le texte ont bien vu que j'écris avec le « tu ». Il y a un tutoiement. Je prends cette personne verbale-là parce que je m'adresse à elle. Et donc, c'est selon ce qu'on va vivre entre l'écriture de 2 romans. C'est ça aussi qui va faire que le texte va se décliner d'une certaine manière. Merci, Matondo. Bonsoir, Charline, c'est Claude. Tout à l'heure, nous avons appris avec tout ce que vous avez dit que les mots guérissent. Est-ce que, après avoir écrit Naître, la relation entre toi et ta mère s'est restaurée? Pas entre elle et moi. C'est-à-dire, c'est toute mon aigreur qui est partie, toutes mes douleurs, toutes mes peines, tout. Voilà, mon chagrin, je l'ai enlevé. Mais le grand souci dans cette histoire avec ma mère, c'est ce que je reproche à toutes les mères africaines. C'est-à-dire qu'on ne sait pas parler à ses enfants, à son enfant. Pour tous les enfants qui sont nés de maman très jeune, vous savez, ma mère a 17 ans quand j'arrive au monde. Et pour tous les enfants qui ont fait cette expérience de maman très, très jeune, on sait qu'on va les confier à quelqu'un. Parce qu'il faut bien que maman aille poursuivre ses études et puis, ait un métier et puis vienne te chercher. Sauf qu'on ne te dit pas, tu te retrouves juste à tel endroit, posé là. Quand on te confie à ta grand-mère, tant mieux, elles sont très maternelles. Quand on te confie à une tante qui a déjà 10 gosses, ça se passe souvent mal. Les cas de violence, les cas de viol, les cas d'attouchement sur enfants se déroulent sur ce genre de terrain. Et donc, on attend quand même que des parents de dire « si je t'avais laissé à cet endroit, c'est pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce qu'il me fallait aller, comme on dit au Gabon, chercher la vie pour nous deux. » Mais rien ne se dit. Donc j'écris pour trouver des mots, pour mettre des mots dans la bouche de ma mère. C'est-à-dire que les réponses que moi je recherche, je les mets dans le personnage de Medza qui incarne ma mère dans le roman. Parce qu'il me faut aller vers autre chose. Mais c'est seulement plusieurs années, on va dire non pas une dizaine, mais plusieurs années après la sortie de Naître, que ma mère va me dire,
toutes ces choses que j'ai voulu entendre. Elle me l'a dit l'an dernier. C'est l'an dernier qu'elle me dit ces choses. Et je lui dis, maman, si tu me les avais dites avant, j'aurais terminé ce roman de façon vraiment en apothéose. Mais tu ne me l'as pas dit. J'ai dû inventer des mots, trouver des mots à mettre dans le personnage que tu incarnais dans le roman. Donc là, notre relation, oui, elle est apaisée. Mais cette relation a quand même modifié, a quand même, je veux dire, influencé. Notre relation a influencé mon rapport au monde, mon rapport à l'amour, mon rapport aux hommes, mon rapport à mon corps, mon rapport à la maternité. Souvent, et c'est pourquoi je l'ai dit dans le document, que le roman pour moi est l'espace le plus démocratique possible. Parce que quoi, dans un roman, on trouve un personnage, on trouve qu'il est méchant, on trouve qu'une femme est méchante, mais on va nous expliquer le pourquoi de sa méchanceté et finalement, on va l'apprécier, cette femme. Dans le monde normal, non. Quelqu'un est méchant, ça reste ainsi. C'est pourquoi j'aime vivre dans les livres. Pourquoi? Parce que quand cette relation avec ma mère a modifié mon rapport, même dans le désir d'enfant, et que je me suis dit très vite, moi, je ne serai pas maman. Je ne ferai pas d'enfant. Dans ma famille, comme dans certaines familles en Afrique, où plein de femmes font des enfants dont on cherche les pères, on ne les voit pas, on m'a traité quand même de sorcière. Je leur ai dit, mais est-ce que vous ne voyez pas que là, j'ouvre une autre voie à mes petites sœurs qui vont arriver? Ça ne sert à rien juste de devenir maman, d'être mère, parce qu'il faut, comme on dit, il faut voir ton sang. Et très vite, j'avais signé un pacte avec mon corps à cause de cette relation. Donc vous imaginez, si ma maman m'avait parlé plus tôt, peut-être que je n'aurais pas fait ce pacte avec mon corps, que je n'aurais pas dit, moi, enfant, jamais. Moi, mariage, jamais. Justement parce que l'image, l'idée que j'ai eue du mariage, de la maternité, de l'amour, ne m'encourageait pas à aller vers cette voie. Je suis apaisée aujourd'hui et j'aime la voie que j'ai choisie. Je ne suis pas rentrée dans le moule des femmes de ma famille parce que je ne suis pas une femme ordinaire non plus. Je ne rentre pas dans les moules. Je suis une romancière, je suis là pour être transgressive, je ne suis pas une suiveuse, mais je suis apaisée, heureusement pour moi. Vous le lirez dans le prochain roman, vous verrez que je suis une romancière apaisée maintenant. On va prendre donc 3 dernières questions. On va prendre une question et puis on va parler de son roman La danse de Pilar. Bonsoir Charline. Bonsoir. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Ça fait du bien de vous voir sous des projecteurs. Cela signifie qu'on donne de la valeur à la femme. Merci. Vous ne pouvez pas vous mettre dans un monde entièrement, je suis là, dans un monde entièrement à part, vous êtes avec nous. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Nous sommes faits pour mourir ensemble. Et ce monde est beaucoup plus féminin que masculin, parce qu'en nous, il y a une grande partie féminine. Nous sommes mi-homme, mi-femme. Scientifiquement, nous savons que nous portons des chromosomes X et Y. La femme ne peut pas être beaucoup plus aimée par un autre être que par l'homme. Et bon, ça c'est, je ne sais pas pourquoi je dis tout ça, mais en prenant le micro, je voulais, en fait, je m'intéressais beaucoup plus au lexique. Alors, ce matin, pendant que je dispensais mes cours de slam au lycée, j'ai emprunté l'une de tes phrases, une phrase qui m'a intéressé, une phrase que j'ai beaucoup adorée. L'avenir est ailleurs. Joli calembour, joli jeu de mots.
peut-être que tu ne l'avais pas pensé avant, mais quand on parle de l'avenir, on dit l'avenir est ailleurs, on a deux idées. L'avenir est quelque part ailleurs et l'avenir est ailleurs, c'est-à-dire couturier. J'apprécie le sens que tu accordes au mot quand tu parles de naître dans les deux sens, c'est très beau. Bon, maintenant, je veux être concret. Ma question, c'est quelle différence? Parce que j'ai écouté la littérature féminine, ça m'a... je l'ai un peu mal accueilli, la littérature féminine. Y aurait-il un point commun entre la littérature des femmes? Parce que, en pensant à la littérature féminine, il y a une autre expression qui jaillit de ma tête, et cette expression, c'est la littérature des femmes, ou encore des femmes littéraires. Y a-t-il une différence entre les femmes littéraires et la littérature féminine? Entre les femmes littéraires et la littérature féminine. Voilà ma question. Être littéraire, c'est pas être forcément écrivain. Être littéraire, c'est aussi tout ce qui tourne autour des lettres, sans forcément publier un roman ou un texte. On peut être éditeur et être littéraire, on peut être journaliste et être littéraire. Littérature féminine, littérature écrite par des femmes, oui, c'est ça. Ta question est assez bancale. La littérature féminine, oui, c'est une littérature écrite par des femmes, oui. C'est comme ça que je la vois, c'est comme ça que je la conçois. Qui n'a rien à voir avec forcément la littérature féministe. Moi, j'avais pensé que c'est vers ça qu'on irait, que tu allais décliner ta question. Donc, une littérature féminine, c'est une littérature qui porte les voix, les aspirations, les rêves, les désirs de femmes dans un monde constitué de femmes et d'hommes. Voilà. Et dans cette littérature féminine, tous les sujets qui sont traités ne sont pas en lien forcément avec les femmes. On a par exemple Leonora Miano qui fait partie d'une littérature féminine parce que c'est une femme qui porte une voix, mais dont ces thèmes ne tournent pas forcément autour de destin de femmes. J'espère que je suis claire. Tu m'as embarqué dans un truc, on va y arriver. Quand on lit aussi Emile Boum, qui a écrit sur la guerre des indépendances au Cameroun, son beau roman Les Maquisards, même s'il y a des personnages féminins très forts là-dedans, mais c'est une littérature certes féminine, mais pas comme le serait une si longue lettre de Maria Maba, pas comme le serait Naître de Charline Effa, pas comme le, excusez du peu, hein, pas comme le serait, pas comme le serait Les honneurs perdus de Calixte Beyala. Bonsoir, Émir, j'ai une question sur l'effet qu'a vos mots. Concrètement, j'aimerais savoir si votre maman a lu votre roman et si vous pensez que si le fait qu'elle l'aurait lu plus tôt aurait facilement arrangé vos relations. Je pense que comme les mots, moi je crois au côté spirituel, métaphysique des mots. Je pense que même quand on ouvre un livre, tous les vivants et les morts qui sont dans ce livre parlent. Et c'est un livre que je lui ai offert. Et le livre est resté fermé. Elle a pourtant lu Persées et Chimères, le tout premier. Mais Naître, elle a posé le livre. Parfois, elle l'a mis dans son sac, mais elle ne l'a jamais lu. Donc, pourquoi est-ce que le livre ne l'autorise pas? J'ai l'impression que le livre s'est refermé et il y a comme un besoin de lui dire non, n'ouvre pas ce livre, ne le lis pas. Je sais que si elle le lisait, elle va verser des larmes. Et peut-être que c'est mieux ainsi qu'elle ne le lise pas.
Et quand certains membres dans ma famille qui l'ont lu, je pense à mon oncle qui m'a élevé, qui est son petit frère, qui m'a élevé aussi parce que je porte son nom, le nom Efa. Dans les sociétés traditionnelles gabonaises, quand une fille fait un enfant et qu'elle n'est pas mariée à un homme, l'enfant porte le nom du côté de la maman, dont le nom du frère. Donc Efa, c'est le nom de mon oncle. Et lui, il a lu ce livre. Et quand il m'a dit, Charline, j'ai lu naître, c'est très beau, c'est bien écrit, et il a voulu me poser des questions. Je lui ai dit, mais tu sais, quand on écrit sur des choses, c'est pas forcément autobiographique. J'ai pas osé, je ne lui ai pas dit que c'était ma relation avec ma mère, mais je sais qu'il a compris. Et comme c'était un homme très intelligent, il n'a pas voulu aller plus loin que ça et il n'en a pas parlé à sa sœur. Donc ma mère n'a pas lu, nos relations se sont un peu apaisées, ça va. Et il est mieux que ça reste ainsi, qu'elle ne le lise pas. Il n'y a plus de questions, n'est-ce pas? Il n'y a plus de questions. Rebonsoir, Madame Charlie. Bonsoir, Charline. Charline. J'aimerais savoir quel est le conseil que vous pouvez donner aux petites filles qui vivent actuellement votre situation. Laquelle? Non, la situation que vous avez vécue étant petite. Mais une petite fille, elle ne sait rien. Je ne peux pas conseiller les petites filles. C'est aux parents. Et en même temps, je n'aime pas m'ériger en donneuse de leçons de morale. C'est pas une casquette que j'aime porter. Oui, c'est tout. Je me dis juste que il faut protéger les enfants. Quand on met au monde un enfant, il faut que ce soit un projet réfléchi, quelque chose de pensé. Et aujourd'hui, on entend parler de mères défaillantes. On entend parler de mères défaillantes en France pour les enfants qui sont placés. Les enfants qui sont placés parce que la mère n'a pas pu. On est femmes, c'est vrai, mais toutes les femmes ne sont pas faites pour être mères. Il y en a qui ne savent pas être mères. Je connais des femmes, une fois qu'elles ont mis au monde, elles sont rentrées en dépression. Parce qu'elles ont accouché, parce que la société a voulu qu'elles deviennent des mères. Mais être mère, c'est pas parce qu'on est femme que voilà le destin maternel. Le destin maternel ne concerne pas toutes les femmes. Être mère, c'est un engagement, c'est spirituel, c'est un investissement, c'est quelque chose de pensé, de calculé. C'est pas juste pour voir l'enfant courir dans la cour, voilà. Parce que dans les premières années de sa vie, tout ce que l'enfant va vivre, ça va constituer le socle de sa personnalité. Et donc, les parents doivent être responsables de ça, de cette personnalité, de cette construction de l'enfant. On dit souvent, et on me l'a souvent dit, quand j'ai parlé de naître en Afrique, on m'a dit, mais la famille africaine, elle est grande. Tu peux être élevé par ta tante, tu peux être élevé par ton oncle. Mais on sait tous, pour avoir entendu ce genre d'histoire, pour les avoir lues aussi, que quand on arrive au sein d'une famille où on est de trop, ça se passe mal. Ça se passe très souvent mal. Donc c'est aux parents de se dire quand même que moi ça m'est arrivé, je ne voudrais pas que ça arrive à mon enfant et il faut arrêter. Oui, donc je ne peux pas conseiller les petites filles. Les enfants n'y sont pour rien, ils arrivent au monde et puis on les place quelque part. C'est aux parents, c'est une certaine éducation aussi sur
sur la maternité, une façon de voir le fait de mettre au monde, qui n'est pas juste de peupler et de déposer un enfant. Mettre au monde, c'est un acte important. Charline, je t'ai entendu parler d'arrière-grand-mère, de grand-mère et de mère. Alors, en tant que père, je me sens interpellé. Je me dis que même ma fille n'écrira pas peut-être un poème sur moi un jour parce que ces mamans ne feront que parler de maman aussi. Alors, n'y a-t-il pas possibilité de ressusciter les pères en parlant de littérature africaine? La question est posée à Charline et à Nicole. Ressusciter les pères dans la littérature? Tout à fait, oui. On ne parle que de mère. Mère, voilà pourquoi je dis, pourquoi les pères sont-ils effacés? Mais avant de les ressusciter dans la littérature, il conviendrait de les ressusciter dans la vie. Il conviendrait que les pères soient un peu plus présents. Et là, on écrirait de fabuleux romans sur eux. C'est tout. Oui. Charline, alors, ton dernier roman, intitulé La danse de Pilar, que j'ai eu le plaisir de lire et de relire, est vraiment magnifique. Dans ce roman, tu reviens sur des moments remarquables de l'ère politique gabonais des années de la décennie 80-90. Et dans ce roman, tu mets vraiment le doigt sur certaines tares. Comment ce roman a été accueilli au Gabon? Est-ce que si tu vivais au Gabon, tu l'aurais écrit de la même manière? Est-ce que... Je ne pense pas que si je vais au Gabon, je l'aurais publié là au Gabon, ou si peut-être que je ne l'aurais même pas écrit. Peut-être que ce serait un de ces romans qu'on a dans l'esprit, qu'on garde au fond de soi et dont on n'a jamais, qu'on n'a jamais accouché en fait. Parce qu'il y a des textes comme ça qu'on garde et puis qu'on n'écrit jamais. Oui, c'est un roman, je vais vous dire quelques mots de ça. C'est La danse de Pilar, se déroule dans les années 80. Les années 80 au Gabon, entre les années 80 et les années 90, ça correspond aux années où les femmes constituaient des groupes d'animation et dansaient pour le président que nous avions à l'époque, dansait pour sa promotion, dansait pour sa propagande. Et du coup, on écoutait ces femmes tous les jours. À la télé, ça passait le matin, à midi, ça passait le soir. Pour tous les événements possibles qui se déroulaient, on écoutait ces groupes d'animation en boucle. Et en regardant l'histoire d'un peu plus près, j'avais constaté que quand on parle des années 80 et des années 90, ou plus précisément quand on parle des figures politiques africaines de ces années-là, on n'évoque pas les visages féminins. On ne dit pas ce que les femmes, est-ce qu'elles ont contribué, et si oui, quel a été leur rôle, quelle a été leur place. Et moi, je me suis intéressée à la chosification des corps. Comment est-ce qu'on utilisait ces corps-là pour danser sous le soleil, pour pérenniser un régime politique. Et donc, je suis allée dans une famille, au sein d'une famille, le roman se déroule au sein d'une famille, dans laquelle la maman, qui est la chef de famille, parce que c'est elle qui a les moyens, la maman, chef de famille, est cheftaine d'un groupe de danseuses. Et elle dirige sa famille d'une main de fer. Et cette maman, qui est cheftaine, elle est l'amante d'un grand homme qui dirige le pays. Étant l'amante d'un grand homme qui dirige le pays, son mari n'a pas trop son mot à dire au sein de leur famille. Mais ça m'a permis de revisiter en fait toute cette histoire où j'avais assisté dans les années 90 aux démocraties populaires avec les mouvements du vent de l'Est, avec les premières conférences nationales. Tout ça, on écoutait à la radio avec les premières élections
multipartiste. Voilà, j'avais besoin de révisiter cette époque-là parce que j'avais vu que ma famille avait été très impliquée dans ces mouvements-là. D'accord. Alors, pour terminer, je pense que on arrive à la fin, Cassiopée. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, je sais que tu ne vis pas au Gabon, hein, tu vis en France, mais quand tu vas au Gabon, est-ce qu'il y a des efforts, est-ce que tu constates qu'il y a des efforts en faveur de l'éducation, de la jeune fille, de la jeunesse, de la littérature? Qu'est-ce que le gouvernement gabonais fait pour la culture? Parce que dans nos pays, dans nombre de pays en Afrique, la culture, c'est vraiment le parent pauvre des gouvernements. Oui, c'est le parent pauvre. Lorsque je vais au Gabon, ce que je constate, c'est que c'est en régression. Parce que quand même, moi, j'ai vécu dans une période du Gabon où on nous parlait de la femme émancipée. À l'époque du feu président, il prônait l'émancipation de la femme. Certains disaient, oui, c'est normal. Au Gabon, on a 3 fois plus de femmes que d'hommes. Donc, il faut avoir les femmes de son côté pour les élections. Donc, il y avait un réel travail autour de la condition féminine et des jeunes filles. Mais quand je suis repartie récemment, tout cela a régressé. Tout ce qui est culture, vraiment, c'est le parent pauvre. Pour la petite histoire, je devais passer à la télé au Gabon. On me dit, lorsque mon roman Naître est sorti, on me dit, vous allez passer à la télé à 20h. Et j'arrive, on me dit, ben non, finalement, parce que la Miss Gabon va prendre votre place, elle va plutôt passer, et puis vous viendrez un autre jour. Donc, vous voyez, entre le livre et une élection de Miss, ce qu'on priorise au Gabon. D'accord. Il y a une question? Non? Non, c'est... Merci Charline, merci beaucoup. Merci à vous. J'aurais un petit mot, Cassiopée, avant de conclure. Oui, j'ai un petit mot, je voulais vous parler des flamboyantes. Les flamboyantes vont paraître en 2022. J'espère avoir le plaisir de venir vous le présenter ici à Pointe-Noire. S'il y a des gens qui veulent bien m'inviter, qui vont se battre pour moi, je le sens. Je viendrai vous présenter Les Flamboyantes. C'est mon prochain roman. C'est le roman pour lequel je suis allée en Ouganda. En Ouganda, dans un camp de réfugiés qui s'appelle le camp de réfugiés de Bidi Bidi, qui est le 2e plus grand camp de réfugiés dans le monde. Parce que je voulais, toujours dans mes obsessions autour des corps des femmes, je m'intéressais à la manière dont on est une femme quand on a fui la guerre. Comment on se reconstruit, comment on reconstruit son identité cabossée, sa féminité souillée, comment tout ça, on recolle ça, et comment on se met debout, comment en fait on enclenche son processus de résilience. Et donc j'ai rencontré plusieurs femmes, j'ai trouvé des femmes formidables, j'ai recueilli des informations et avant d'aller voir ces femmes, j'avais déjà commencé l'écriture du roman, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je voulais sentir l'odeur de la poussière, je voulais sentir l'air, voilà, tout ça, l'herbe mouillée sous mes pieds, tout ça, je voulais les émotions originelles. Et donc, je suis allée dans ce camp de réfugiés. Le roman, il est terminé. Et j'espère qu'il va être publié en 2022 et je crois qu'il va l'être. Je ne veux pas dire j'espère, j'aime pas parler comme quelqu'un qui ne sait pas où elle va. Il va être publié en 2022 et je viendrai vous le présenter avec joie. Et merci de m'avoir accueilli parmi vous. Les flamboyantes... Merci beaucoup à vous deux. Du coup, là, vous pouvez retrouver Charline pour une petite séance dédicace de Naître et ou de la danse de Pilar. Et puis, merci encore en tout cas. On chante.